Bonjour les amis, Aberraconte. Je reviens sur les deux dernières vidéos que j'ai réalisées de thèmes différents et que je savais bien clivants, très clivants, et qui ont bien sûr donné lieu à des commentaires de toutes sortes. Le premier, c'était les relations tumultueuses, les relations houleuses entre le Maroc et l'Algérie. Le second était sur la normalisation du Maroc avec Israël. Ces deux sujets, ils ont fait réagir beaucoup de monde. On en est à quelques 300, même plus, au niveau de cette petite chaîne modeste, même plus de 300 commentaires, dont certains ont été modérés par YouTube, ils n'ont pas été diffusés parce qu'ils étaient insultants. Alors, je sais aujourd'hui, et j'ai pris cette décision, de faire un débriefing de ces commentaires en prenant des thèmes, puisque ce sont des thèmes qui reviennent, ce sont des positions un peu communes à plusieurs personnes qui ont regardé les deux vidéos. Le premier thème, c'est qu'il y a ces insultes. Je le redis, l'insulte, c'est vraiment l'arme de celui qui n'a aucun argument, l'arme de celui qui ne veut pas débattre et qu'il sent qu'il est dans son droit le plus absolu, que sa position est la meilleure. Moi, je dis qu'il y a une position meilleure. Il y a tout simplement des positions différentes. Il faut en débattre et en parler. Enfin, deuxièmement, il y a un terme qui est revenu souvent, c'est celui de la trahison. La trahison, c'est-à-dire que beaucoup de gens parlent de la trahison des Marocains et du gouvernement marocain vis-à-vis donc des Palestiniens. Je pense qu'il y a deux poids, deux mesures. Le Maroc n'est pas le premier pays arabe à avoir normalisé ses relations avec Israël. Il y en a d'autres, comme je l'avais dit, il y a l'Égypte, il y a la Jordanie, il y a dernièrement les Émirats arabes unis, il y a le Bahreïn, il y a le Soudan, il y a dans les pays musulmans la Turquie qui a des relations avec Israël depuis des années et qui ont signé il n'y a pas très longtemps un accord de sécurité qui a, de l'avis du ministre des Affaires étrangères israélien, est un bon accord puisqu'il a permis de sauver des vies israéliennes. Et pourquoi alors seulement quand il s'agit du Maroc, ça devient une trahison? Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de honte à faire, à normaliser avec un pays. Il y a tout simplement cette capacité de voir quels sont les intérêts du pays. Et le Maroc est un pays souverain, donc il a le droit tout à fait de disposer de sa diplomatie comme il veut. C'est une diplomatie indépendante, c'est une diplomatie neutre. Et donc, je pense que contrairement à ce que certains disent, que cette normalisation est dans l'intérêt des Palestiniens, parce que, comme je le dis et je le répète et j'en suis convaincu, que le Maroc peut aujourd'hui arriver à une solution de deux peuples, deux États, avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine, mieux de l'intérieur que de l'extérieur. Les absents, ils ont toujours tort. Le Maroc, c'est un pays qui continue jusqu'à maintenant, contrairement à d'autres pays arabes, à aider financièrement la Palestine. Allez regarder, il y a des rapports alarmants sur les aides qui ont baissé. Savez-vous, chers amis, quels sont les deux pourvoyeurs d'aide financière à la Palestine? Alors détrompez-vous, ce ne sont pas les pays arabes. Les deux premiers, c'est les États-Unis et l'Europe. Les pays arabes, et dans certains cas, certains pays viennent très loin. Donc ne donnez pas de leçons. Il ne suffit pas tout simplement de soutenir la Palestine avec des slogans et avec des drapeaux hissés lors de certains matchs de football. Ça ne sert à rien. Ça n'a rien servi depuis très longtemps puisque nous en sommes au même point. Il y a eu quelques commentaires qui remettent en cause même l'existence d'Israël, en disant c'est une invention européenne, américano-européenne, en nous donnant bien sûr l'histoire. Ben oui, l'histoire, il est là. C'est vrai qu'Israël n'existait pas avant leur installation, je crois, sur le territoire palestinien, avant
avant la déclaration de la création d'un État israélien et d'un pays qui s'appelle Israël. Cette personne, ou quelques personnes qui ont évoqué ce sujet, moi je leur pose la question. Qu'est-ce que vous proposez si vous faites de la négation? Est-ce que vous savez que Yasser Arafat, que Dieu ait son âme, qui était donc le président de l'autorité palestinienne, a déclaré sur le territoire français que l'article qui demandait la disparition d'Israël était caduque. Donc ça veut dire que c'est une reconnaissance quelque part. Ne soyez pas plus royaliste que le roi. À partir du moment où même les Palestiniens reconnaissent l'État d'Israël, je ne vois pas pourquoi on vient remettre ça en cause. Pourquoi on vient commencer à dire non, vous voulez quoi faire? Jeter les Palestiniens dans la mer et donner la terre. L'Israël, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. C'est un pays qui est reconnu par la majorité des pays dans ce monde, et partout, en Afrique, en Europe, en Asie. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire bah, non, c'est pas leur terre, il faut qu'ils partent. Il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Et la solution ne peut être qu'une solution de deux États, deux peuples, deux États. Donc toutes les autres, il est trop facile, mais vraiment trop facile de dire non, non, l'histoire dit, oui, l'histoire dit, l'histoire a dit. Mais aujourd'hui, il y a une réalité, elle est bonne ou mauvaise, amère ou non, mais il faut l'accepter et faire avec, et faire en sorte d'avancer. D'autres personnes ont mis le point sur la relation un peu trop intime entre Maroc et Israël. Alors, je recommence. Les relations ne sont pas avec Israël. Les relations, c'était des relations très, très, très fortes entre des Marocains qui étaient d'un côté juifs et de l'autre côté marocains, musulmans, et qui ont vécu en intelligence pendant très longtemps sur le territoire marocain, et d'ailleurs dans d'autres pays musulmans, sans aucun problème. Donc, quand j'ai expliqué que cette relation existait, quand j'ai évoqué feu mon père, quand il a arrêté ces personnes qui voulaient lyncher un juif marocain parce qu'il y avait la guerre des 6 jours, je voulais expliquer par là que les musulmans n'ont pas de problème avec les juifs. Le problème, il est politique, il n'est pas religieux. Alors ne le transformons pas en problème religieux. Parce que si, en plus du politique, si en plus d'un combat pour un territoire, si en plus on rajoute un affrontement des religions, on n'en finit pas. Il faut surtout éviter à ce que ce soit une guerre de religion. En Palestine, je ne pense pas que ce soit une guerre de religion. En tout cas, pour moi, j'espère que ce n'est pas une guerre de religion. C'est une guerre pour un territoire, alors que les religions doivent vivre ensemble, cohabiter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans les autres. Et ça me ramène sur un point qui a été soulevé par certaines personnes sur l'union du Maghreb, qui disent « on n'en veut pas de cette union ». On n'en veut pas, garder là cette union. De quoi tu te mêles? Nous sommes très bien comme ça. Et ça vient de Marocains, d'Algériens, de Tunisiens qui ne veulent pas de cette union. Or, c'est une erreur. Alors, c'est très bizarre que l'on évoque l'islam dans tous les domaines, et dans ce domaine-là, on ne l'évoque pas. L'islam nous demande d'être unis. L'islam nous demande d'être unis. L'union fait la force. L'union fait la force, et l'union, elle est dans l'intérêt de tout le monde. Si on avait un Maghreb uni, on n'en serait pas là où nous en sommes. C'est à l'exemple de l'Europe, je l'avais dit, après 2 guerres, ils ont réussi à mettre en place l'Union européenne, et ça a mis fin à toutes les guerres. Peut-être qu'il va y avoir des guerres commerciales et autres, mais en tout cas, à des guerres, c'est fini, puisque les intérêts sont tellement imbriqués les uns aux autres qu'on ne peut pas attaquer celui d'en face parce que notre économie repose sur lui et tout le reste repose sur lui, comme notre position, il se repose sur elle pour ses intérêts. Et c'est pour cela que l'union est quelque chose de très important. Maintenant, moi j'ai évoqué ça, je ne recule pas, je dis qu'il faut une union, c'est la seule possible, et que je suis sûr qu'après, il ne faut jamais cracher sur l'avenir, parce que je suis convaincu qu'il arrivera un moment donné où les dirigeants du Maghreb arriveront à cette union. Il y a eu une attaque personnelle, bien que je ne voulais pas en parler, mais il y a une personne qui me dit texto « Vous avez l'air d'aimer les Juifs ».
je vais répondre à cette question, mais la question elle-même, elle est, quelque part, elle n'a pas de sens. On n'aime pas, on n'aime pas, on n'est pas comme ça un groupe de personnes. Euh, oui, j'ai des amis juifs. Oui, j'aime ma famille, j'aime mes amis. J'aime mes amis, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion. Mais la question de poser vous aimez les juifs, ça veut dire qu'est-ce que vous voulez que je les déteste? Vous savez que ceux qui détestent les gens sans les connaître parce qu'ils sont aux musulmans, aux juifs, aux noirs, ça s'appelle du racisme. Moi, je ne suis pas raciste. Si vous voulez l'êtes, moi, je ne le suis pas. Votre question est une question un peu n'a aucun sens. J'y réponds alors que j'ai hésité à l'évoquer, mais je l'évoque. Quand on déteste les gens parce qu'ils sont, pour ce qu'ils sont, c'est du racisme. N'étant pas raciste, je ne déteste pas les juifs, je ne déteste pas les noirs, je ne déteste pas les bouddhistes. Il m'arrive de détester des gens parce que ce sont des personnes avec lesquelles peut-être j'ai eu des problèmes, et puis même la détestation, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter, mais détester quelqu'un, du moins, c'est l'éviter, et puis ça reste là. Mais voilà, j'espère que ça répond à votre question. La réponse, elle est claire, je ne suis pas raciste, je ne suis pas antisémite. J'espère. Sur la normalisation, c'est là où il y a eu beaucoup d'attaques. La normalisation Maroc-Israël, c'est là où il y a beaucoup d'attaques, où beaucoup de gens disent faites ce que vous voulez, nous en tout cas on ne normalisera jamais. Alors là, c'est le peuple qui parle. Les dirigeants, peut-être, ils n'en pensent pas, ils pensent pas la même chose. On a tous vu, moi en tout cas, je l'ai écouté, un audio fuité lors de la rencontre du président algérien et du secrétaire d'État Blinken, dans lequel on entend clairement la voix du président algérien. Bon, bien sûr, c'était une fuite, puisque même l'enregistrement, son texte était un téléphone dans une poche, donc dans la poche de quelqu'un, et que le président n'était pas au courant qu'il était en train d'être enregistré. En tout cas, on a entendu dans cet entretien comment il a présenté l'Algérie future, l'Algérie de demain, l'Algérie qui construit. Il a parlé tout de suite de ses relations avec le voisin marocain, parce que là, c'était fatal, et on le savait, de toute façon, quelle que soit la déclaration, il faut que le Maroc y soit. Alors avec tout ce qu'il a pu dire sur l'attaque la guerre de 1963, sur l'aide que l'Algérie a donnée au Maroc, et que le Maroc, finalement, les Marocains sont des ingrats. Et puis tout de suite après, il est passé à Israël, et devant le secrétaire d'État américain, Tebboune a bien déclaré, nous n'avons pas de problème avec Israël. Ben oui. Je vais quand même être honnête et finir à part la Palestine. Le Maroc non plus. Il n'a pas de problème avec Israël à part la Palestine. Donc je ne vois pas ce que vous reprochez aux voisins alors que vous l'appliquez. Vous n'avez pas de problème avec Israël. Le Maroc n'a pas de problème avec Israël. Il y a un problème palestinien. Oui, le Maroc dit qu'il y a un problème palestinien aussi. Quelle est la différence? Pourquoi on doit faire deux interprétations différentes? Pourquoi devons dire que c'est le Maroc qui a tort de normaliser? Bien sûr, l'Algérie n'a pas normalisé, mais ça peut venir un jour. Il ne faut pas cracher sur l'avenir, sur le futur. Ça peut venir. Mais en tout cas, le Maroc a pris cette décision de normaliser non seulement pour ses intérêts, les intérêts du pays, je ne vais pas y revenir, mais en même temps pour pouvoir peser de tout son poids pour trouver un règlement à ce conflit. Enfin, en général, il y a eu un échange. Les commentaires, vous avez dû certainement, peut-être vous n'avez pas lu, mais il y a des commentaires qui sont censés, il y a des commentaires qui ont fait référence à l'histoire. L'histoire, elle est là, elle existe. Il y a un point aussi que certains ont soulevé, c'est qu'ils ont essayé d'expliquer que le droit international ne reconnaît pas la marocanité du Sahara.
ils ont parlé du tribunal de La Haye. Justement, en parlant du tribunal de La Haye, le tribunal de La Haye, lorsque le Maroc a posé la question, y a-t-il un lien d'allégeance entre le Sahara et le royaume chérifien, la réponse du tribunal était affirmative. Et c'est ce qui a poussé Feu Sa Majesté le roi Hassan II à organiser la marche verte. C'est le point de départ. On peut aujourd'hui essayer de le transformer et de dire que le tribunal de La Haye n'a jamais dit ça. Oui, oui, mais pendant ce temps-là, pendant que le Maroc organisait sa marche verte, ça a pris quand même du temps. Et ça ne pouvait pas être une marche verte, une marche en catimini, cachée, puisque tu ne peux pas, vous ne pouvez pas cacher 350 000 personnes, c'est impossible. 350 000 personnes, c'était d'ailleurs, je vous donne juste une information, les 350 000 personnes. Pourquoi le choix des 350 000 personnes? Parce que le nombre de naissances au Maroc était de 350 000 par an. Et donc, Feu Sa Majesté le roi Hassan II a voulu mettre ce même nombre dans la marche verte, qui était composée de vieux, de femmes, de jeunes, d'enfants, des familles entières, et que, au cas où il y aurait un problème, le Maroc limiterait au moins les dégâts au niveau de sa population. Mais pendant cette organisation, on n'a pas entendu quelqu'un parler, on n'a pas entendu un pays dire que se passe-t-il, pourquoi les Marocains vont aller récupérer le Sahara. On n'a pas entendu le Polisario, bien qu'il ait été crié depuis longtemps par les Espagnols. Depuis 1956 que le Maroc a revendiqué le Sahara aux Espagnols, donc comme réponse c'était non, mais la deuxième réponse c'était de créer le Polisario pour poser un problème. Mais pendant la marche verte, personne. C'était un événement énorme. Malheureusement, dans le temps, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc à travers le monde, beaucoup de gens savaient qu'il y avait la marche verte, mais pas autant qu'aujourd'hui. Si il y avait les réseaux sociaux et la possibilité de diffuser l'information. Mais en tout cas, on n'a entendu aucune voix venant de quiconque. On n'a pas entendu des Sahraouis dire non, 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 il n'est pas question que le Maroc est arrivé avec ses 350 000 personnes. L'armée espagnole, qui à un moment donné a menacé de tirer sur la population, a reculé et a laissé place aux Marocains et a signé donc cet accord qui a permis au Maroc de récupérer son Sahara. Oui, bien sûr, il y avait une revendication commune entre le Maroc et la Mauritanie. La Mauritanie a reculé, le Maroc est resté, et à mon avis, il restera. Chers amis, voilà, j'ai tenu un petit peu à faire un débrief. Je ne peux pas lire les 350 messages ou commentaires que les deux vidéos ont reçus. J'ai pris le plus important, j'ai pris ceux qui représentent un peu la pensée en moyenne et commune. J'ajoute qu'il y a eu dans les commentaires, beaucoup de gens qui soutenaient la marocanisation du Marocain, beaucoup de gens qui étaient contents pour la normalisation avec Israël, beaucoup de gens qui ne l'étaient pas et qui étaient contre la normalisation, contre le Sahara, mais en tout cas, il n'y avait pas de réponse sur ces relations exacerbes entre le Maroc et l'Algérie. J'ai vu que finalement, moi j'ai voulu en discuter pour essayer de rapprocher un point de vue, voir d'où vient ce problème. Le président algérien dit que ce n'est pas le Sahara et que c'est plus loin que ça. Le Maroc pense que c'est vraiment le Sahara qui pose ce problème-là, et sans le Sahara, il n'y aurait aucun souci. D'autres personnes approuvent la fermeture des frontières entre le Maroc et l'Algérie. Écoutez, chacun est libre de ses choix. Je dis que ouvrir les frontières, laisser ouvrir les frontières malgré les problèmes, ça aurait été une très bonne chose. Je voudrais juste revenir enfin pour dire, il y a deux choses cette semaine-là, hier notamment et avant-hier, qui ont attiré mon attention dans l'information. La première, c'est l'accueil qui a été réservé
à la délégation sportive marocaine qui participe actuellement aux Jeux méditerranéens à Oran, en Algérie. Et la deuxième information, c'est la séquestration pendant 24 heures de quelques journalistes sportifs marocains qui ont été finalement expulsés vers le Maroc et qui n'ont pas eu le droit d'exercer leur métier et de commenter le sport. Le sport doit rester neutre, le sport ne doit pas être entaché de politique et pourtant, les autorités algériennes ont décidé tout simplement de ne pas laisser certains commentateurs sportifs et journalistes sportifs entrer en Algérie. Y a-t-il une explication à ça? Pourquoi cibler les journalistes? Quand on cible les journalistes, c'est que les libertés sont menacées. Il faut laisser la parole aux journalistes. L'Algérie aurait dû, les autorités algériennes, je veux dire, auraient dû, quelles que soient les conditions, laisser ces journalistes entrer sur leur territoire. Il fallait laisser faire leur travail, il fallait accepter la contradiction, il fallait montrer un visage. N'oublie pas, c'est quand même un événement sportif. S'il n'est pas mondial, il est au moins méditerranéen. Et s'il est méditerranéen, tout le monde autour de la Méditerranée doit savoir qu'il y a quelques journalistes qui ont été empêchés d'entrer sur le territoire algérien, qui ont été empêchés de faire leur travail. Et ça, c'est jamais bon. Merci mes amis, passez de très bonnes heures, très bonne journée. Merci de liker, merci de commenter et merci de vous abonner. À bientôt là où vous êtes. Bien à vous.